Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Leduc. C'est moi qui vais essayer d'animer cette table ronde et on va réussir tous ensemble. Donc, je travaille à la DIRAC, qui est l'agence de développement d'Alsace, et on va ensemble parler d'un sujet extrêmement important qui est le sujet du foncier, parce qu'effectivement, en matière de durabilité, le foncier est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Il a toujours été, mais on verra que cette question, elle est aujourd'hui de plus en plus prégnante, puisqu'on a une exigence, je dirais planétaire, hein, mais évidemment qui se traduit au niveau français, au niveau régional, de sobriété du foncier. Alors aujourd'hui, pour en parler avec nous, je vais commencer par Virginie Marion. Donc Virginie Marion, vous travaillez à la Banque des Territoires, mais vous êtes aussi bénévole dans une association qui s'appelle Terrasol. Et donc Virginie, vous allez nous parler dans quelques instants à quoi ça sert le sol. Parce que avant de se poser la question de comment on le consomme, il faut peut-être se demander à quoi il sert réellement. C'est vrai qu'on se dit, voilà, le sol, on va construire dessus, mais il y a bien d'autres usages du sol. Donc on aura un petit film, puis Virginie me dit, putain, bon, c'est un petit ver de terre. Non, mais c'est très sympa, un ver de terre. Donc vous verrez, on a un petit ver de terre qui va vous présenter à quoi ça sert le sol. On a aussi, donc, juste à ma gauche, on a Abdelakrim Bouchlaghem. Vous êtes le directeur général de Brownfield. Brownfield qui est, je dirais, une agence, un cabinet et un aménageur, notamment connu pour la question de réhabilitation de friches et de terres polluées. Et donc, on verra ensemble quelles sont les actions que vous avez pu mener aujourd'hui sur notre territoire. À votre gauche, Florence Ville. Florence Ville qui nous fera un cadrage, parce que Florence est directrice de l'ATIP, l'Agence territoriale d'ingénierie publique, qui nous fera un cadrage, je dirais, alors elle me disait, bon, j'espère que je vais pas trop les cadrer, parce que c'est parfois rébarbatif, mais non, je sais que Florence va nous amener effectivement le foncier, comment on est mangé en France au niveau du foncier, qu'est-ce qui nous arrive avec la loi climat et résilience et qu'est-ce que ça change au niveau de la façon d'aborder le foncier. Donc Florence nous fera un petit cadrage juste après vous, Virginie. À ta gauche, pardon, on se tutoie, hein. Nous avons Steven Beckers. Steven Beckers, vous êtes alors BoPro, je ne sais pas comment qualifier BoPro, cabinet d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement, expert, AMO expert. Et chez BoPro, vous êtes expert en économie circulaire. Et on verra avec vous comment vous avez à la fois travaillé la question de dépollution des sols et travaillé la question de l'économie circulaire et d'un immeuble circulaire sur un projet d'aquaponie. Il est à Bruxelles, non? Il est à Anvers? À Bruxelles. Il y a une partie à Anvers et une partie à Bruxelles. Et enfin, à votre gauche, nous avons Franck Leroy. Donc Franck Leroy qui est alors plusieurs casquettes, et c'est intéressant d'avoir ces plusieurs casquettes aujourd'hui. Donc vous êtes à la fois maire d'Épernay, président de l'Aglo Champagne-Épernay, je crois que c'est ça, hein, voilà, et aussi élu, conseiller régional, élu en charge du SRADET. Alors vous verrez, pour ceux qui connaissent pas, Florence nous fera un petit brief sur le SRADET. Le SRADET, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous verrez, c'est un schéma qui va nous aider justement dans cette conception de l'usage des sols dans le futur. Voilà, on est ensemble pour à peu près 1h30, 1h15. Ce que je vous propose, c'est qu'on passera par des questions vers la fin des propos. Alors, sauf si vraiment vous avez une question qui vous pouvez pas vous en sortir, on la posera. Ce que je ferai, c'est que je répéterai votre question parce que le sujet est à la fois enregistré, à la fois en visioconférence, et donc on n'entend que à travers le micro. Donc, Virginie, c'est à vous. Je vais vous proposer de nous faire un petit propos introductif sur la question des sols. Je vais prendre celui-là. Bonjour à tous. Merci d'avoir choisi cet atelier.
Vous avez bien fait parce qu'il va y avoir un petit film d'animation et je pense que ce ne sera pas le cas partout. Voilà. Donc, effectivement, je suis Virginie Marion, je suis responsable transition écologique énergétique à la Banque des Territoires pour le Grand Est, mais j'ai une autre casquette qui est celle de bénévole, investie dans une association qui s'appelle Terrasol d'Avenir et qui a construit un petit jeu sur justement le sujet de la sensibilisation sur l'usage des sols et la protection des sols. Donc, on voulait vous faire jouer aujourd'hui, et puis en introduction, parce que finalement, parler de la sobriété foncière, c'est bien de savoir pourquoi il faut être sobre. Donc peut-être de rappeler à quoi sert le sol, tout simplement. J'entends souvent dire que le sol, c'est la matière première de l'immobilier ou de l'activité économique. C'est juste, mais l'idée aussi du jour, c'est de rappeler que c'est surtout la matière première de la vie. Donc ce jeu, il existe parce qu'on a souhaité, dans le cadre d'un petit groupe, à l'origine, faire connaître un appel mondial à la préservation des sols qui a été signé aussi bien par des politiques que des chercheurs, que des agriculteurs. Il a été signé en 2019. Bon, la liste des signataires, les voilà, on ne va peut-être pas tous les énumérer. Et donc, on s'est dit, mais il nous faudrait un outil de sensibilisation pour faire comprendre aux enfants, et puis peut-être pas qu'aux enfants d'ailleurs, que finalement, quand on veut protéger l'écologie, l'environnement, on ne pense pas forcément que la vie, tout part sous nos pieds. Et quand on demande à des enfants qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement, il va nous parler peut-être de la faune, de la flore, de l'air, de l'eau. Et il n'aura pas forcément le réflexe de dire, mais finalement, tout ça, ça démarre sous nos pieds. Et donc, on a inventé un petit jeu qu'on a voulu, pas du tout angoissant, plutôt il est là pour vous le montrer. On a mis que des messages plutôt positifs pour réexpliquer ce que dit cet appel international des chercheurs et qui rappelle les grands services rendus par les sols. Je ne vais pas les énumérer parce que le petit film va nous les rappeler. Alors ce petit film, vous allez le tester, il sort tout juste là des studios. C'est un outil supplémentaire pour permettre aux éducateurs, aux futurs enseignants de préparer le jeu. Le jeu étant conçu pour jouer une classe entière. Enfin, on peut jouer de 1 à 1000 en même temps, de façon assez rapide. Et l'association finance ce jeu et le distribue gratuitement dans les écoles. Voilà. Donc, alors, on a 4 ou 5 niveaux. Le premier niveau, ça va être à partir du CM2. Ça marche très bien dans les collèges. Mais pour les niveaux les plus élevés, on l'a testé aussi dans les BTS. Et les niveaux vraiment, vraiment forts, moi, j'y arrive pas. Pourtant, j'ai fait partie de la conception. Donc voilà, ils s'adaptent. Eh ben, je vous propose de regarder le petit film. Bonjour les amis. Je m'appelle Alfred, je suis un ver de terre, ou un lombric si vous préférez. Les jardiniers m'appellent aussi l'ingénieur des sols. Savez-vous qu'à moi tout seul, j'aère, je draine et j'enrichis la terre de minéraux et de nutriments. Mais assez parlé de moi, je vais plutôt vous présenter mon royaume. Vous n'imaginez pas toute la faune qui vit sous vos pieds. Entre les bactéries, les champignons, les insectes, divers animaux et j'en passe. Figurez-vous que 25% de la biodiversité de la planète vit dans les sols. Solène, c'est ma copine chez les humains, était toute surprise quand je lui ai expliqué les nombreuses fonctions du sol. Un sol, c'est une véritable usine, mais une usine qui fabrique de la vie, l'usine de la biodiversité. Car c'est d'abord du vivant qui recycle des éléments et des déchets organiques à partir desquels toute une chaîne de production nourrit la faune, la flore, les forêts, et vous bien sûr les humains. D'ailleurs, c'est la première fonction à laquelle Solène a pensé fastache. Le sol produit notre alimentation. Et oui, le blé, pour faire le pain ou les pâtes, ne pousse pas sur le bitume. Il lui faut un bout de sol bien vivant. Et il y a l'eau aussi, c'est le sol qui la filtre et l'enrichit de minéraux. Et quand les sols sont artificialisés, lessivés ou privés de leur végétation, ils ne sont plus en mesure de l'absorber, de la retenir, et des inondations se produisent. Et puis les sols sont aussi capables de séquestrer du CO2, et donc de lutter contre le changement climatique, soit directement, soit grâce à la végétation qui les recouvre. Qu'ils portent des champs, des jardins, des forêts, des zones humides, des prairies, partout sur la planète,
Ils permettent la vie et nous offrent de merveilleux paysages. Alors, suivez Solène qui va vous montrer un jeu grâce auquel vous apprendrez à les connaître, à prendre soin d'eux et à bien les associer. Moi, je me remets au boulot. Salut! Merci Virginie de nous avoir... C'est Alfred, hein? C'est ça le petit... J'ai fait circuler le jeu, hein, donc j'espère qu'ils vont vous le rendre. Alors, on va passer à Florence. Florence qui va nous expliquer un petit peu cette question du foncier. On va passer à le diaporama avec des notions comme le ZAN. Hein. C'est pas du réglisse, le ZAN, ou ENAF. On va parler de pâté, mais c'est pas du tout... c'est autre chose. Hein. Alors Florence... si tu peux nous expliquer un petit peu comment on va être mangé au niveau du foncier et à quoi ça sert le foncier. Okay. Bonjour à tous. Donc, ça va être une approche un petit peu juridique après le petit film bucolique et bien sympathique. On va revenir à nos cadres réglementaires. Et donc, la première chose que je souhaiterais faire avec vous, c'est de reposer les fondements de l'urbanisme. En fait, c'est quoi l'urbanisme? À quoi ça sert? Et juste faire un rappel, en fait, on a deux outils pour gérer l'utilisation du sol. C'est d'abord le cadastre qui donne les propriétés. Et puis de l'autre côté, c'est le document d'urbanisme. Le cadastre dit à qui appartient le sol. Et donc, on est sur une notion plutôt de liberté d'entreprendre sur le sol que l'on possède. Et puis, de l'autre côté, il y a le document d'urbanisme qui pose un certain nombre de règles et qui effectue en fait des restrictions sur le droit de propriété quant à l'usage du sol. Donc, on a à chaque fois ces deux dispositifs qui, finalement, sont intégrés au travers de la construction d'un document d'urbanisme. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que qui est absolument fondamental, c'est que l'urbanisme ne prévoit pas qu'il y ait des acquis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un jour je suis propriétaire d'un terrain et que j'ai eu tel ou tel droit sur ce terrain, et bien que ces droits vont rester pour toujours. En fait, l'urbanisme, c'est quelque chose qui s'apprécie en permanence au vu d'enjeux environnementaux et qui doit s'adapter au cadre réglementaire qui est donné par les différentes lois successives qui sont mises en place. Donc, c'est très important, c'est-à-dire que l'atteinte au droit à la liberté sur sa parcelle dont on est propriétaire, c'est juste intégré au processus d'urbanisme. C'est pas une atteinte, c'est juste que c'est normal. Et pour que ce droit d'usage sur sa parcelle puisse évoluer, eh bien, c'est encadré par des procédures très strictes parce que ça ne doit pas se faire n'importe comment. On ne peut pas restreindre la constructibilité ou ouvrir la constructibilité comme cela. Donc c'est tout un enchaînement de procédures, c'est très très encadré par le code de l'urbanisme et ça se fait selon une hiérarchie des normes. C'est très français. Mais ça permet d'établir de la cohérence, c'est-à-dire qu'on a différents schémas qui s'emboîtent les uns dans les autres, avec un grand schéma général au niveau régional, qui est le SRADET, qui donne des orientations stratégiques et quelques prescriptions, mais très générales sur l'ensemble du territoire. Et ces orientations-là, après, sont traduites dans des schémas de cohérence territoriale, ce sont des SCOT. Là, ce sont en fait, je dirais, ça dépend, il y a des SCOT qui sont grands, il y a des SCOT qui sont plus petits. Mais bon, c'est plutôt à l'échelle, c'est un ensemble de PCI, de communautés de communes, qui se rassemblent et pour dire sur notre grand territoire, eh bien voilà, les orientations que nous adoptons, ce sont celles-ci et celles-là. Et puis ensuite, le SCOT fixe des orientations qui sont après réintégrées dans les PLU, donc dans les plans locaux de l'urbanisme, et c'est là que l'on commence à avoir justement ce qu'on disait, les restrictions sur la propriété. C'est là qu'on donne des règles et qu'on dit ce qu'on a le droit de construire ou de ne pas de construire et comment le construire. Voilà, donc ça se passe comme ça. Et ensuite, quand on veut construire quelque chose, il faut déposer un permis et il faut que ce permis de construire ou ce permis d'aménager soit conforme par rapport au règlement qui aura été mis en place justement, on peut passer après, par le bloc communal qui est
non, je le disais avant. En fait, la puissance publique, là, elle s'exerce au niveau de la commune et de l'intercommunalité. Celui qui fixe la règle, c'est la commune ou l'intercommunalité. Donc le maire a une très très forte, un très très gros impact. C'est lui quand même qui décide de la règle qui va s'appliquer et en plus qui vous donne l'autorisation sur votre permis de construire. Donc la loi climat et résilience, en fait, c'est une petite révolution dans tout ça. Et ça place les curseurs de façon un petit peu différente d'avant sur la liberté d'entreprendre ce que l'on veut chez soi et puis le respect de la règle commune. On peut peut-être continuer. Donc, en fait, qu'est-ce que dit la loi? Alors, elle dit plein de choses, sur plein de volets. Mais donc là, c'est plutôt un zoom sur le ZAN. Donc, c'est pas du réglisse, c'est zéro artificialisation nette. Donc, c'est une notion qui a été créée et qui, en gros, dit à 2050, quand on artificialise un sol, il faut à côté désartificialiser un sol ou créer de la nature. C'est-à-dire qu'on limitera le plus possible à zéro. On limitera totalement l'artificialisation des sols. Donc, c'est construit avec des étapes. Il y a d'abord une étape de 10 ans où on va devoir réduire par 2 la consommation foncière en extension. Et ensuite, ce sera carrément, je dirais, là, le ZAN, donc en 2050. C'est l'objectif. C'est une trajectoire. Mais bon, on a quand même un objectif assez clair. Et donc, c'est à chaque fois qu'on artificialise, on désartificialise, on renature. Voilà. Donc et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que on sait que les territoires sont pas tous les mêmes. Donc, la loi dit qu'il faut territorialiser les objectifs du ZAN. Donc, on va se fixer des objectifs différents, qu'on soit dans un territoire rural ou un territoire très urbanisé. Et c'est très compliqué, puisqu'il faut trouver des critères, et il faut beaucoup discuter pour pouvoir le faire. Et c'est quelque chose qui est absolument pas facile. Donc, comment ça se passe? On a un calendrier. Pour que tout le monde se mette en ordre de marche, en fait, on a un calendrier qui a été donné par la loi. Et donc, je vous avais décrit l'emboîtement des normes. Donc, on démarre du haut, puis on va vers le bas, vers la commune et la parcelle. Et donc, on a jusqu'à 2027 pour faire en sorte que les PLU aient intégré ces objectifs de 50% de diminution de la consommation foncière et de se mettre sur la trajectoire du ZAN pour 2050. Donc c'est un enchaînement en cascade et le compteur a déjà démarré depuis la publication de la loi. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement, c'est un schéma, bon après vous l'apprécierez plus ou moins dans les détails, mais l'idée c'est que jusqu'à présent, notre système urbain, système de fabrication de la ville, était fondé sur le fait qu'on pouvait justement s'étendre sur les espaces naturels et agricoles. Et du coup, les marchés fonciers étaient aussi, temporisés par le fait qu'il y avait cette possibilité. Et cette consommation foncière a été rendue plus facile possible par des conditions financières et par la mobilité qui était facilitée. Et maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est fini, on ne s'étend plus. Enfin, c'est ce que souhaite la loi, c'est l'objectif qui est donné. Et l'objectif, c'est de rendre la ville plus verte, recyclable sur elle-même, mais ça peut aussi entraîner des conditions de pression très, très fortes, puisque, les demandes d'occupation urbaine vont être toujours là. Et donc, ça aura un impact absolument certain aussi sur les marchés fonciers et immobiliers, qui, à mon avis, aujourd'hui, ne sont pas encore... tout le monde le sait, sauf que le dispositif pour réguler tout ça et calmer la chose n'est pas encore complètement mise en place. Merci Florence. Donc vous voyez, Albert, notre petit ver de terre, est quand même régi par beaucoup de choses. Augmentation de la pression sur le prix du foncier. Prix du foncier avec des pressions multiples. Habitat, activité, nature, infrastructure. Et pourtant, il faut continuer à habiter, il faut continuer à faire de l'activité, il faut continuer à circuler. Tout ça, ça amène des réalisations, donc probablement aussi de la consommation de foncier. Et puis, il faut se poser la question de qui va arbitrer. Donc, tu parlais effectivement de la commune ou de l'intercommunalité. Et du foncier cher, Monsieur Leroy,
vous connaissez, hein, maire d'Épernay, vous m'aviez dit, c'est même plus que 1 million d'euros l'hectare. Donc comment, en tant qu'élu, on fait face à tout ça pour mettre un équilibre entre tous ces besoins? Parce qu'il vous faut de l'habitat, de l'activité et en même temps de la sobriété foncière. Comment vous arbitrez tout ça? Alors, chez nous, le ZAN vient d'être parfaitement expliqué. Chez nous, quelque part, le ZAN, il existe depuis longtemps, puisque quand effectivement vous êtes au cœur de l'appellation Champagne, et que dès que vous sortez de la ville à 5 mètres, vous êtes dans zone d'appellation, et le prix est plutôt d'1,3 million, 1,4 million l'hectare actuellement, c'est inimaginable d'étendre la ville pour faire des parkings, des routes, des zones d'activité économique ou des lotissements. Donc finalement, cette contrainte, elle existe depuis un certain temps. Donc elle est peut-être plus facile pour nous que pour ceux qui, depuis des décennies, se sont étendus. Le modèle de la ville, depuis les années 70 notamment, avec le développement des zones pavillonnaires, puis les zones commerciales qui se développent en périphérie, et puis les villes qui s'étendent. Et il suffit de regarder les photos de toutes les grandes villes de France ou d'Europe il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui. Et on voit une tache urbaine qui ne cesse de s'étendre, parce qu'en France, on avait l'idée, qui n'était pas complètement fausse, que en France, on a un grand pays par rapport aux autres pays européens, donc on a de l'espace, donc on peut s'étaler. Sauf qu'évidemment, le législateur qui veille à la trajectoire de la neutralité carbone et la préservation de l'environnement, à travers la loi climat et résilience, rappelle à tout le monde, et à juste titre, et c'est sans doute l'une des réformes les plus ambitieuses sur le plan écologique depuis 30 ou 40 ans, qu'à chaque fois qu'on consomme de l'espace naturel, qu'on urbanise, eh bien on perd des fonctions écologiques, on perd des fonctions hydrologiques, on perd des fonctions naturelles, de biodiversité, et donc on affaiblit notre environnement. D'où l'idée effectivement de dire, en 2050, à chaque fois qu'on devra urbaniser 1 hectare, ben on devra rendre à la nature 1 hectare. C'est une révolution pour le monde des élus, parce que les élus, depuis des générations, avaient comme référentiel la consommation d'espace. Un maire, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, était fier de dire à la fin de son mandat, au cours de ce mandat, on a urbanisé 15 hectares. C'était une performance. On a fait un lotissement de 500 maisons, je dis n'importe quoi. On a fait une zone d'activité de 18 hectares. Et plus on urbanisait, plus on était fier. Sauf qu'on sait bien aujourd'hui qu'en procédant de cette manière-là, on domine tellement l'environnement qu'il finit par s'affaiblir et qu'au bout du compte, il va nous empêcher d'atteindre l'objectif de neutralité carbone, sans compter les dégâts sur la biodiversité. Et donc, il faut repenser complètement nos logiciels, ce qui est extrêmement difficile. S'il y a un sujet qui fait polémique actuellement dans toutes les associations départementales de maires de France, et j'en ai fait quelques-unes, y compris samedi dernier encore, c'est ce sujet-là, parce que les élus locaux le prennent comme une perte de liberté. Avant, à partir du moment où on était sur le territoire de la commune et qu'on avait des terrains, on pouvait urbaniser. Ou par soi-même, ou par des promoteurs, ou par des lotisseurs. Et on urbanisait. Demain, à chaque fois qu'on va devoir urbaniser, d'abord dans un premier temps, effectivement, on va devoir ralentir le rythme de l'urbanisation. Et à terme, à chaque fois qu'on utilise 1 hectare, on doit rendre 1 hectare. Donc c'est une révolution complète qui va nous amener à aller chercher d'autres pistes de développement. Lesquelles? Les friches. Les friches, c'est à peu près, en France, 150 000 hectares aujourd'hui inutilisés. Parfois pollués, déjà artificialisés. Il y a des sols en béton, il y a des voiries. Les besoins de la région Grand Est, c'est à peu près 10 000 hectares sur 10 ans. 10 000 hectares, on a 15 000 hectares de friches, à peu près 1/10 de la France en friches. Donc ça veut dire que normalement, le problème, l'équation, elle n'est pas très difficile à résoudre. Si on arrive à remettre sur le marché toutes les friches, on a de quoi satisfaire les besoins humains. Sauf que les friches, elles sont situées à des endroits où on faisait de l'industrie dans les années 70, 80 ou avant, et qu'aujourd'hui, les besoins humains se sont déplacés. Donc ce n'est pas forcément à l'endroit où il y avait des friches qu'on peut pouvoir construire. Mais si demain, on peut renaturer ces friches, à un endroit, ça veut dire qu'on peut artificialiser ailleurs pourvu qu'on respecte cet équilibre entre renaturation et artificialisation. Donc c'est tout le chantier qu'on doit construire à l'échelle de la région. Donc je change de casquette. Je suis effectivement vice-président de la région en charge de l'environnement, de la transition écologique et du fameux SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui pose un certain nombre de règles que tous les territoires qu'on a vus à travers votre diapositive tout à l'heure, les SCOT, les PLU, etc., devront respecter. Et la difficulté de cette mission, c'est qu'on se heurte à des élus qui,
pour bon nombre d'entre eux, et on ne peut pas leur en vouloir, n'ont pas forcément compris le pourquoi de cette règle. Elle est perçue comme une privation de liberté, alors qu'elle a une vocation environnementale extrêmement puissante, mais qu'elle n'a pas été expliquée par le gouvernement, par l'État, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est voté en août 2021, donc au milieu de l'été, ce n'est pas là qu'on va faire de la formation. Deuxièmement, arrive derrière la campagne présidentielle législative, et je peux comprendre qu'il n'était pas forcément opportun de communiquer au moment où il y avait une espèce d'effervescence politique qui est parfaitement légitime. Mais résultat, aujourd'hui, on a une règle qui s'applique et les élus qui ne comprennent pas le pourquoi de cette règle. Et quand je dis les élus, ça peut être aussi des chambres de commerce qui avaient des projets de développement, avaient des projets d'aménagement de zone, des aménageurs qui se disent mince, ce qu'on avait prévu de faire sur les 15, 20, 30 prochaines années, on ne va plus pouvoir le faire ou on va être plus contraint. Donc le rôle aujourd'hui qui est le nôtre, c'est d'essayer d'aller trouver dans l'enveloppe urbaine existante des possibilités alternatives à la consommation d'espace. Ça va être les friches, ça va être un tas d'espaces perdus qu'on retrouve dans les zones d'activité. Quand je dis ça, je ne vais pas stigmatiser spécialement telle ou telle entreprise, mais quand on a créé des zones d'activité dans les années 70-80, les entreprises ont acheté des terrains. Parfois, quand elles avaient besoin de 10 hectares, ils en achetaient 15, en disant on ne sait jamais, peut-être qu'on aura besoin de s'étendre un jour. Et en fait, on découvre que dans bon nombre de zones d'activité, il y a des espaces perdus comme ça qui n'ont jamais été occupés, qui pourraient être demain occupés par d'autres. On se rend compte que certaines entreprises n'utilisent pas loin s'en faut la totalité de leurs locaux, qu'ils pourraient peut-être, j'ai l'exemple à Épernay, pardon de citer cet exemple, mais d'une entreprise qui traite du peuplier, qui développe des contreplaqués à base de peuplier. L'usine fonctionne sur 3 hectares, son site fait 11 hectares. Donc il y a 8 hectares potentiellement qui pourraient être recyclés, comme on fait de l'économie circulaire, en disant, ben voilà, finalement on va vendre une partie de ces hectares pour accueillir d'autres entreprises ou accueillir de l'habitat ou renaturer, si le besoin de l'entreprise est de renaturer. Donc voilà, on rentre dans un cycle aujourd'hui où tous les élus de France, sans exception, doivent se poser de la question de se dire, j'arrête maintenant de penser comme je pensais et comme mes prédécesseurs pensaient depuis des générations. Aujourd'hui, j'intègre l'environnement, la biodiversité, et aujourd'hui, donc, je dois être économe de l'espace. Ça veut dire que tous nos projets doivent être bien calculés, bien repensés. Ça veut dire qu'on donne un deuxième usage à des bâtiments. Il y a des bâtiments qui étaient autrefois des collèges ou des lycées, qui sont devenus ensuite maisons des associations, qui vont connaître... Voilà. Vous avez cité la question des sites pollués. C'est toujours intéressant, effectivement, de montrer par l'exemple. Donc, M. Beckers, à Anvers, il y avait un site dont personne ne voulait, site pétrolier, je crois. Et puis, vous avez dit, ben non, on va s'en occuper. Alors, comment vous avez fait chez Beaupro ? D'abord, je vous félicite de dire Anvers, c'est pas Anvers. Bravo. Vous avez étudié. Non, je suis né à 5 km de la frontière. Donc, voilà. Donc, bonjour tout le monde. Mais l'exemple qu'on a ici, c'est l'arrière-port d'Anvers. C'était la zone où il y avait les premiers stocks de pétrole en Europe, qui ont été bombardés Première et Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez l'état du terrain, il ne fallait pas fumer en visitant le site. La première fois que j'étais absolument effaré. Il y a 7-8 ans, c'était déjà en dépollution et ça sentait le pétrole. Enfin, c'était assez hallucinant. Vous avez dit que la France était un grand pays, la Belgique est petite. Et la Flandre encore plus, et le port d'Anvers, même s'il est aussi grand que la région Bruxelles-Capitale, c'est gigantesque. Le port d'Anvers, c'est quand même le deuxième port européen. Il est aujourd'hui possible, en partenariat public-privé, c'est ce que je vais expliquer, de résoudre ce genre de problème. Ce site a été abandonné depuis, en fait, je ne sais pas exactement quand. Honnêtement, je pense que c'est probablement, en gros, il y a une partie qui est encore occupée, mais la partie qu'on a dépolluée maintenant était vraiment désaffectée depuis les années 60, sans doute. Donc c'est toute cette période où ce site a été laissé tel quel et a continué à polluer évidemment les nappes aquifères, etc. pendant des années. Donc il était réputé impossible à nettoyer. Peut-être la dia suivante, s'il vous plaît. Alors, on a fait un partenariat public-privé. Alors, dans ce partenariat, il y a la ville, la région flamande, donc la ville d'Anvers, la région flamande. PMV, c'est l'organisme qui, on va dire, finance et supporte les activités des entreprises.
et qui a créé en fait Bluegate Holding, qui est une société partenariat public-privé. De l'autre côté, pardon, la partie publique. Et puis de l'autre côté, vous avez DEME, qui est une très très grosse société belge. Je crois que c'est la plus grande société mondiale de désensablement, dragage, etc. C'est eux qui ont... Ils n'ont pas fait que des belles choses, mais ils ont fait les îles à Dubaï, etc. aussi. Mais bon, c'est une très 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 grande société. Mais qui est surtout très très spécialisé dans la dépollution des sols et la renaturation notamment. Ils travaillent notamment sur les herbiers marins, etc. Donc c'est quand même très très intéressant. Et Beaupro, qui est la société avec laquelle, que j'ai rejoint il y a 4 ans maintenant, qui est une société d'AMO d'une part, spécialisée dans tout ce qui est environnement, et qui est aussi développeur. Donc dans ce cas-ci, Beaupro Sustainable Investment est co-développeur avec le secteur public. Alors il y a tous les partenariats en dessous qui amènent en fait le savoir-faire sous la gestion de Beaupro en AMO global pour le projet. Il faut dire qu'il y a une attitude qui a été prise dès le départ, c'est de dire on va faire quelque chose qui va coûter cher. Et il faut qu'on utilise ce terrain le mieux possible pour servir la région et la ville d'Anvers et même voir le port. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? On s'est dit, si on veut travailler dans notre domaine qui est l'économie circulaire, l'environnement, etc., il faut faire de la place pour que Anvers ait sa zone dédiée au développement, à la recherche et à l'industrie circulaire. Alors, ça peut toucher tous les domaines. Et effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé 311 entreprises, des candidats qui cherchaient de l'espace. On manque d'espace en Belgique, donc il suffit d'avoir un terrain et on dit, et même quand c'était pas prêt, on avait déjà tout ça. Et on a posé des questions très très difficile à ces entreprises en leur disant mais est-ce que vous êtes vraiment circulaire? Est-ce que c'est pas du greenwashing? Est-ce que vous faites pas semblant? Et est-ce que vous avez une feuille de route d'amélioration de vos produits, de vos process, de votre mobilité, de tous les éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans la taxonomie européenne, etc. Et ces éléments-là, s'ils ne l'avaient pas, soit ils étaient tellement mauvais qu'on disait vous ne pouvez pas venir, hein, c'est un peu comme à l'entrée d'un nightclub, vous êtes mal habillé, on ne vous laisse pas rentrer, mais la prochaine fois, mettez pas les baskets et on verra. Ça, c'est une expérience vécue il y a quelques années. Mais ce qui est très très important, c'est plus on a mis la barre haute, plus on a eu des candidats. Et on a finalement refusé relativement peu de monde parmi les sociétés. Alors vous allez être étonné, il y a DHL par exemple qui vient. Pourquoi DHL? Je vais vous l'expliquer. Il y a même Amazon qui vient installer un centre, il y a la chimie verte, il y a le traitement de l'eau, etc. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un cahier des charges qui va jusque dans les ESG, enfin le comportement même de la société qui vient s'installer, pour être sûr qu'ils aient une feuille de route qui tienne la route justement pour aller jusqu'au bout. Alors c'est la meilleure manière de garantir évidemment aux premiers qui se sont installés que les suivants ne vont pas faire n'importe quoi, il n'y a pas quelqu'un qui va faire du recyclage de pneus en les brûlant, pour exagérer un peu. Et donc on a travaillé finalement la circularité et la qualité des bâtiments qu'ils allaient construire. On améliore petit à petit, parce que c'est parfois difficile d'imposer des choses, il y a des notions de temps qui sont très très importantes. Et puis on leur demande d'avoir un modèle économique circulaire, et puis on demande de pouvoir créer des synergies dans le terrain. Si on peut passer à la suivante, parce que sinon je vais être trop long. Alors on pourrait croire que c'est un ensemble, un aménagement de parc d'activités normal, hein, avec des routes, etc. Mais on a surtout travaillé par zone pour dépolluer. Et puis ce que vous voyez en foncé, en fait, c'est une zone, on a regroupé le quota d'espace vert de chacune des parcelles en un lieu qui devient un lien vraiment entre Anvers et la grande zone, on ne voit pas sur la gauche, qui est une zone naturelle. Et ça nous a permis de faire un immense bassin d'orage qui est en même temps, aujourd'hui il y a plein d'animaux et ça a déjà démarré, c'est la première chose qu'on a fait, et pendant qu'on dépolluait le reste des sols. Et aujourd'hui on est à peu près à 50% de commercialisation et 30% déjà construit sur le site. Si on pouvait avancer. Alors évidemment ça comprend
le contenu et le contenant, le contenu et les acteurs qui viennent sur le terrain, mais c'est aussi bien les universités que les startups. Et il y a quelque chose de très très intéressant, et je crois qu'il pourrait être développé dans la région ici aussi, si ça n'existe pas, c'est d'avoir un lieu d'incubateur où des gens démarrent une société tout seuls dans leur coin, dans un bureau, mais regroupés avec des infrastructures communes. Ensuite, une pépinière d'entreprise où ces premiers incubés, je ne sais pas comment on peut dire, ces premiers incubés vont développer peut-être une petite équipe, un petit laboratoire, etc. Et puis ensuite, sur le même site, un peu plus loin, peuvent développer une usine. Et la ville d'Anvers, le port d'Anvers plutôt, a développé aujourd'hui un site dédié aussi à l'économie circulaire pour les grandes industries. Et on a l'habitude, enfin, on a malheureusement pas encore pris l'habitude de comprendre l'échelle à laquelle on est confronté, la nécessité de l'industrie, de ramener l'industrie, on parle de la Chine, etc., on essaie de ramener les industries chez nous, mais il faut de la place. Et l'industrie, aujourd'hui, si elle est propre, elle peut être en ville ou elle peut être près de la ville et en tout cas près du bassin d'emploi, etc. Et donc voilà la démarche que nous avons faite, y compris la logistique. Alors si vous passez à la suivante, vous verrez que voilà la zone naturelle. Hein. On a investi dans un pont assez cher pour pouvoir à la fois créer une belle image pour le site, mais surtout permettre cette continuité. Évidemment, on a travaillé le cahier des charges sur base de toutes les certifications possibles et imaginables. Ce que vous voyez là, c'est les vélos cargo de DHL. En fait, c'est le premier site de DHL qui est camion vélo. Et on distribue tout Anvers. Ça veut dire que ce site permet de réduire la mobilité, la logistique dans la ville d'Anvers énormément. Mais ce qui est important aussi, c'est que du coup, on a créé des autoroutes à vélo le long de l'Escaut qui rejoignent le centre d'Anvers, c'est exactement 1,5 km. On parle du last mile, c'est vraiment ça. Il y a plus de surface qui sont d'ailleurs perméables, dédiés aux vélos qu'aux véhicules et même aux camions. Alors il y a une chose Abdelkrim a visité et il est toujours étonné par ça, c'est qu'on a regroupé tous les parkings à un seul endroit. Et pourtant le site est quand même très très grand. Et en fait on n'est pas revenu à faire accepter tout le monde qu'on allait faire un parking à un endroit et puis tout le reste ça pouvait se faire à vélo cargo, à pied, ce qu'on voulait. Et voilà, ça c'était vraiment une innovation aussi parce que c'est économiquement intéressant. On gagne de l'espace vert, on gagne finalement de l'efficacité pour ces entreprises qui sont là, qui ont besoin de camions ou pas, etc. Et on a un site qui va être très très vert au bout du compte. La suivante, je ne sais pas, c'est parmi les dernières, je crois. Voilà. Merci. On en reparlera tout à l'heure, effectivement, à cette concentration. Hein. Concentrons les espaces verts pour leur donner une vraie fonction, plutôt que les répartir sur les parcelles. Concentrons les parkings, mutualisons les parkings, plutôt que les disséminer sur un endroit, parce qu'on perd de faire des parkings soi-disant verts. Ouais. Exactement. On a vu la question d'un foncier pollué, comment on le travaille. Un autre sujet qui a été abordé par M. Leroy, c'est la question des friches. Donc, M. Bouchlaghem, les friches, c'est un peu votre domaine. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les friches ? Comment on utilise les friches ? Est-ce qu'on peut en faire partout ? Et comment on fait avec cet objet ? Oui, merci de me donner la parole. Donc bonjour à tout le monde. Je voulais juste dire, quand vous disiez que les friches, c'est un peu notre métier, c'est juste rappeler ce qu'on est. Donc Brunseed existe depuis 2006. C'est une société qui est un opérateur spécialisé seulement dans la reconversion de friches urbaines. Derrière nous, c'est assez simple. Nous sommes un outil dans lequel il y a la Caisse des dépôts, la Banque des territoires. Il y a la Banque européenne d'investissement et le Fonds de réserve des retraites comme investisseur. Donc, nous sommes une société agréée AMF et nous n'investissons que là-dedans. Depuis qu'on existe, on a travaillé sur 220 sites. Notre modèle est assez simple. On achète les sites en l'état, on fait tous les travaux, démolition, désamiantage, dépollution, et on redéveloppe derrière, et ensuite on donne une nouvelle vie à ces sites. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce travail de reconversion, on a pu économiser, donc ne pas consommer 700 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui n'ont pas été consommés grâce à ça. Donc, c'est notre manière de présenter notre activité. Voilà. Alors, non, mais on peut rester sur la même, je n'ai pas fini. Alors, il y a quoi comme possibilité de construire, malgré toutes les contraintes qui vont nous tomber dessus, bien évidemment, construire sans consommer. Donc, les friches, c'est une réponse, les friches urbaines notamment. Donc, il y a dans
anciens sites industriels. Donc, dans la région, on est bien connu pour avoir fait tout le travail de reconversion de la raffinerie de Reichstett. Donc en 5 ans, maintenant c'est 40 entreprises qui se sont installées. C'est un parc pratiquement 100 hectares. Il y a eu l'usine Caddy à Schiltigheim, donc là on fabriquait les caddies, donc qui a permis de faire des opérations de logement. Il n'y a pas que les friches industrielles. N'oublions pas qu'on a aussi des friches commerciales qui arrivent, hein, des anciens hypermarchés qui ne trouvent plus leur vocation et qui sont des surfaces très très imperméables, sur des grands aplats. Il y a des friches tertiaires. Donc je vous montrerai des exemples et quelques photos après. Des friches tertiaires, c'est par exemple tous les bureaux qui sont vides. Donc je ne sais pas si c'est beaucoup le cas à Strasbourg, c'est beaucoup le cas à Paris, à Lyon, un certain nombre de villes, dans lesquelles on a moins besoin de tertiaires maintenant. Et l'idée, c'est de transformer ça en logement. Donc ça, c'est aussi des solutions. Et il y a des friches hospitalières. Donc on en a fait une à Marseille, et avec la TIP, bien évidemment, qui instruit les choses en ce moment, on espère finaliser un projet à Heurt, sur l'ancienne Epsan. Voilà. Alors, on cherche toujours des solutions, hein. Donc les friches, c'est clair, ce sont vraiment des espaces et il faut en profiter. Et comme l'a dit M. le maire, qui était très juste, le problème, c'est que les friches ne vont pas forcément se retrouver à l'endroit où on en a besoin, hein. Ça, c'est une évidence. Alors, il y a aussi des opérations qu'on va appeler de densification urbaine. Alors je vous montrerai un exemple qui est intéressant, c'est en plein Paris, mais il y a d'autres métropoles qui ont ces problèmes-là, des dépôts de bus. Des fois, ça prend 1, 2, 3 hectares de dépôts de bus. Donc là, l'idée, on va les recouvrir. Donc on fait une opération comme ça dans le 18e arrondissement, et on va faire une dalle, et on va construire sur cette dalle. Donc une opération comme ça, c'est intéressant. C'est une manière aussi d'apprendre à construire sans s'étaler. Des surfaces commerciales en pleine ville, vous les voyez, ce sont des espèces de galettes. Elles n'occupent qu'un rez-de-chaussée. Il y en a quelques-unes aussi. Et au-dessus, il n'y a rien. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire des opérations un peu à tiroir, dans lesquelles on va déplacer, on va construire au-dessus, on va la redéplacer. Donc on en fait une comme ça à Colombes. Et puis il y a une autre idée qui commence à se faire avec cette raréfaction du foncier. Les prix de foncier vont monter, bien évidemment. Et il va commencer à y avoir de l'intérêt à faire des bâtiments d'activité à étage. Dans le domaine des parcs d'activité, nos clients et les gens, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens par rapport au logement. Ils achètent les bâtiments assez peu chers. Et bon, maintenant que le foncier va devenir rare, il va devenir plus cher. Et on voit des endroits où ça devient rentable de faire des bâtiments sur plusieurs étages, bâtiments d'activité à étage. Voilà. Donc c'était les pistes. Alors je vais vous montrer maintenant que quelques images sur la slide d'après. Donc là, c'est la raffinerie de Reichstett. Donc si vous passez devant aujourd'hui, tout le monde a oublié qu'il y avait une raffinerie. Vous allez voir seulement la cheminée qui était juste préservée pour abriter un couple de faucons pèlerins qui vient nidifier tous les ans. Et ben voilà, ça sert au point ça. Donc il y a quelques chiffres dessus, on peut passer. L'idée, c'est pas... L'ancien site Philips, dont je vous ai parlé à Suresnes, hein, qui était un immeuble de bureau qui était vide depuis 12 ans. Alors bloqué parce qu'il n'y avait plus d'intérêt, bloqué aussi parce qu'il y avait des gros soucis d'amiante. Des tours comme ça de bureaux qui datent de ces années, il y en a plein qui sont bloqués parce que le désamiantage va coûter 10 millions ou des choses comme ça. Donc c'est bloqué. Donc là, on le rase, les travaux sont en cours et on va garder en revanche toute l'infrastructure. Parce que les infrastructures, des fois, c'est 3 niveaux de sous-sol, sous la Seine, des radiers drainants qu'on s'est récupérés pour reconstruire un programme de logement tout en végétalisant. Là, il y avait 1 hectare complètement artificiel. On ressort à la fin avec 80% de végétalisé. Donc on peut en même temps de faire de la nature en ville. Nous, on appelle ça l'artificialisation négative. Bon, c'est aussi un... Voilà. Et celle d'après, donc ça c'est à Colombes. Là, on a la chance, c'est un hypermarché qui est en plein Colombes, un seul rez-de-chaussée. On a récupéré un site qui est vraiment pas loin. On va fermer l'hypermarché. On va d'abord construire un provisoire dans la zone jaune qui est juste à côté, le déplacer. Une fois qu'on l'a déplacé, on reconstruit sur la zone bleue. Et puis donc en 2 phases, 3 phases, on va arriver à construire un certain nombre de logements et une résidence de service. Et je pense qu'il doit y en avoir un dernier. Non, il y a ça, le dépôt de bus, vous le voyez, dans le 18e arrondissement, rue Béliard, et qui va servir, donc ça c'est un deal qu'on a avec la RATP, et en même temps la ville de Paris, qui nous donne 25 000 m² de droit à construire sur une dalle, et qui va permettre de faire et du logement, du co-living, un certain nombre de produits.
Et ça, le dernier, c'est un exemple à Marseille, c'est un projet qu'on démarre en ce moment, sur l'ancienne raffinerie de sucre de Saint-Louis. Et vous voyez que rez-de-chaussée, c'est traditionnel. Donc là, c'est un hôtel de logistique urbaine. On peut en parler aussi, tu en avais parlé à Anvers. C'est un peu l'avenir. Hein. Il y en a eu à Strasbourg qu'on fait pas loin. C'est des outils pour Postimo notamment, et qui permettent de gérer la logistique urbaine du dernier kilomètre, et notamment de répondre à la problématique des ZFE, en n'ayant que des véhicules décarbonés pour aller dans les centres-villes. Donc là, au rez-de-chaussée, bon, un truc assez classique, mais on monte des poids lourds de 19 tonnes en R+1, et on a aussi de l'activité qu'on peut mettre en R+2, plus des ombrières photovoltaïques. Donc c'est là où on commence à empiler des activités les unes sur les autres, et ça aussi c'est une forme de réponse à comment construire sans consommer d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Merci beaucoup. On a vu verticalité, densification, mais la densification n'est pas forcément par les mètres carrés. Elle peut aussi être par les usages. Vous évoquiez les usages, Monsieur Leroy. Multiplier les usages, ça veut dire quoi pour vous ? Alors, on peut les multiplier de manière différente. On peut les multiplier dans la simultanéité, c'est-à-dire que, par exemple, une école est généralement fermée pendant les vacances. Si on ouvre l'école pendant les vacances pour que les enfants aillent jouer dans la cour de l'école où il y a des jeux, on n'a pas besoin de refaire des jeux dans la ville, et donc on n'a pas besoin de consommer de l'espace pour faire des jeux dans la ville. Et puis il y a des bâtiments qui peuvent avoir plusieurs vies. Moi j'en ai en tête qui est à 2 pas de chez moi, où un ancien collège construit dans les années 60 est devenu ensuite maison des associations et devient maintenant le siège d'une entreprise qui abrite 120 salariés. Et donc le même bâtiment, il a 3 vies successives. Et peut-être qu'il en aura une 4e dans 15 ou 20 ans, ou dans 30 ans. Donc à partir du moment où la qualité de la construction est là, un bâtiment peut avoir plusieurs vies successives. Et parfois, on peut avoir dans un même bâtiment plusieurs usages. J'évoquais tout à l'heure le cas d'entreprises qui se rendent compte au bout d'un certain nombre d'activités, parce que le process de production a changé, qu'une partie de l'entreprise finalement est en trop. Et on peut ensuite scinder l'entreprise, accueillir une autre entreprise à l'intérieur. Enfin, il existe toute une diversité de solutions qui permettent finalement d'héberger des acteurs nouveaux sans pour autant aller rechercher de l'espace à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'exemple que je citais, qui est à 300 mètres de chez moi, c'est que l'entreprise qui cherchait à développer son activité, une entreprise qui fait de la comptabilité pour des viticulteurs, des agriculteurs, grosse entreprise, 16 000 clients, avait pour projet premier d'aller en périphérie de la ville, en se disant, voilà, ils viennent me voir en disant, il nous faudrait 1,5 hectare pour construire notre nouveau siège, avec là-dedans quelques milliers de mètres carrés de parking. Ils étaient voisins de l'ancienne maison des associations désaffectée. Et je pensais personnellement que le bâtiment, qui était assez ancien, n'avait pas vocation à demeurer et qui serait abattu. Et quand j'ai expliqué que l'immeuble à côté d'eux était vide, ils ont envoyé leur maître d'œuvre examiner le sujet, et tout de suite le gars a dit « Attendez, l'immeuble à côté, il est très intéressant. Dans les 2 niveaux du bas, on peut faire 2 niveaux de parking souterrain. Au-dessus, on a 4 niveaux de bureaux. Et au bout du compte, le bâtiment, on va refaire son enveloppe totale. On va simplement garder la charpente du bâtiment. Très bonne qualité, magnifique vue au sommet. Et donc, ils sont en train de réaménager ce bâtiment et de donner vie, ce qui fait qu'on a économisé 1,5 hectare de terrain qu'on aurait acheté sur des territoires agricoles et qui vont donc rester territoire naturel. Et on va réutiliser un bâtiment qui a été utilisé. Mais les exemples que vient de montrer monsieur là sont extraordinaires, parce que d'abord, il y a une vraie qualité en plus entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait aujourd'hui. Il y a sans doute beaucoup de confort et beaucoup de normes d'isolation qui font que ces bâtiments sont très performants et très agréables. Le fait qu'effectivement, quand on regarde le nombre de supermarchés que nous avons qui sont en rez-de-chaussée, et on n'a jamais pensé à l'époque construire au-dessus, dans un tas de quartiers, on peut tout à fait mettre le supermarché en rez-de-chaussée et avoir 3, 4, 5 niveaux d'habitation au-dessus, ce qui fait qu'on construit de manière beaucoup plus dense, de manière plus compacte, et au bout du compte, on préserve la nature et les espaces naturels. Donc là, on parle de mutabilité, hein, monsieur. Juste une question à monsieur Bouchelaghem, parce que là, effectivement, alors on prend un peu votre pain de la bouche, hein, parce que là, aujourd'hui, vous avez une forte expertise en réhabilitant des bâtiments où c'est compliqué. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que demain, les bâtiments qu'on construit aujourd'hui puissent être beaucoup plus mutables que ce qu'ils ont été ?
Alors, c'est effectivement ce qu'on essaye de faire maintenant sur les nouveaux bâtiments. Et on se met dans le cahier des charges, notamment, on fait beaucoup sur les anciens sites industriels, assez bien placés, sur l'ancienne usine à gaz, par exemple. On a une centaine de sites d'usines à gaz à reconvertir en ce moment. Et ce sont des sites assez bien placés dans des villes moyennes, près des centres. Donc on a lancé là-dessus un programme de RSS, de résidence service senior, où il y a de la demande même sur des villes moyennes. Et là, le cahier des charges, c'est de dire il faut que les RSS, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans le parcours résidentiel des gens, il faut qu'elles soient mutables en logement à n'importe quel moment. Et ça doit se penser au moment de la conception. Hein. Steven est architecte et il le sait bien. Donc on pense un peu à la mutabilité des bâtiments au moment où on les construit. Voilà, tout simplement. Merci. Monsieur Becker, justement, la question de la multiplication des usages, on est dans l'interaction aussi quelque part, on est dans la circularité. Parlez-nous un petit peu du projet BIG, enfin plus qu'un projet, puisqu'il existe maintenant, hein, de BIG à Bruxelles. Alors ce que vous voyez là, c'est la Tour du Midi, dans le fond. C'est la gare principale de Bruxelles, et à peu près à 400 mètres de là. Nous avons créé, alors c'est pas Beaupro, c'est dans une vie antérieure, en 2017, on a créé une ferme urbaine. Alors j'aime pas l'appeler ferme urbaine parce qu'on a l'impression quand on parle de ferme urbaine qu'on parle des pariculteurs et de certains projets plutôt, on va dire symboliques. Moi l'idée c'est de l'industrie urbaine de production de qualité intensive, production de fruits, de légumes et en l'occurrence de poissons. Il s'agit de 4000 m² sur une toiture. Je dis tout de suite, c'est sur une toiture parce qu'on avait une toiture à disposition, mais ça aurait pu être sur un parking ou sur un centre commercial ou d'ailleurs les autres projets qu'on regarde, puisqu'on travaille avec Veolia maintenant sur ce développement. Et si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est dans le cadre d'un marché qui s'appelle les abattoirs. Alors ce n'est plus tout à fait un abattoir aujourd'hui à Anderlecht, une zone assez paupérisée, mais en devenir au sud de Bruxelles. Le long du canal, vous voyez le canal au-dessus, vous voyez la grande halle à bestiaux qui ne voit plus de bestiaux mais des marchés, et vous voyez la ferme en dessous, vous voyez la serre. Alors c'est 2000 m² de serre, 2000 m² de jardin extérieur, tout ça en toiture. Si on passe à la suivante, l'objectif, alors ça on est sur une toiture, on est à 8 mètres de haut. On est à 8 mètres de haut, c'est une oasis dans la ville, c'est un vrai jardin potager productif. Alors lui n'est pas rentable en soi, mais il travaille en économie sociale. Mais tout le reste, les serres, vous allez voir les photos suivantes, les serres sont en fait sur le bâtiment, récupèrent la chaleur qui vient des frigos du marché qui est en dessous, qui est un marché principalement de viande, de poissons et de fruits et légumes. Cette chaleur est nécessaire la nuit notamment et en mi-saison ou certainement en hiver pour les serres. En fait, on récupère de la chaleur fatale. C'est de la chaleur qui était envoyée aux petits oiseaux par des tours de refroidissement. Donc on s'est simplement branché dessus. Donc on est zéro énergie, entre guillemets. Vous avez vu sur la photo tout à l'heure qu'il y a énormément de panneaux photovoltaïques. Donc nous achetons... non, vous pouvez rester sur celle-là. Oui, enfin là on voit les panneaux photovoltaïques. Non, revenez en arrière sur le schéma. Voilà. Alors pourquoi faire de l'agriculture urbaine sur un bâtiment ou à côté d'un bâtiment? Alors c'est d'abord c'est les circuits courts. C'est une vraie production. Hein. On fait, c'est de l'aquaponie, donc c'est un système fermé de fruits, légumes et de poissons. Et les excréments des poissons, principalement l'urine nourrie via un biofiltre, va nourrir les plantes. Et donc il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de... Tout ce qu'on crée, c'est de l'humus et de la nourriture de très très haute qualité. On peut l'appeler bio ou autre chose. Et ce qui est important en ville aussi, c'est qu'on a un microclimat. Alors on profite là en fait du réchauffement climatique. Cette toiture, elle a quasiment un climat méditerranéen la plupart du temps. Alors je ne parle pas des canicules qu'on a eues ces dernières années. On a été une des seules fermes urbaines qui a résisté aux canicules dans les potagers de son pas mort, etc. Parce que j'ai tout basé sur l'économie d'eau. En fait, cette ferme en pleine canicule ne consomme pas plus que 20 mètres cubes d'eau dans certains jours particuliers de l'année en canicule. Quand il a fait... Je me vois là, c'est bonjour. C'est le fermier, vous avez vu le fermier. Et c'est assez étonnant parce qu'on consomme
50 fois moins, donc 2%, on consomme 2% de l'eau nécessaire normalement pour la même production. Alors on fait 25 tonnes de truite arc-en-ciel, on avait fait du bar rayé au début, maintenant c'est la truite arc-en-ciel, 15 tonnes de tomates cerises, 200 000 pots d'herbes aromatiques par an, tout ça sur une toiture, plus tous les fruits et légumes des jardins, des petits fruits rouges, etc. Alors ça devient tout juste rentable. Elle a ouvert en 2018 et on est en 2023. Ça a pris 5 ans. J'aurais cru que ça a pris 2 ans, mais ça a pris 5 ans. C'est pas grave parce que Veolia est rentré dans le capital maintenant et on va développer ça. Ça va faire partie du développement de Veolia Alimentation à grande échelle, à la fois en permaculture et en micro-maraîchage intensif. On a des projets à Lille, à Paris, à Anvers et ailleurs. Alors, ce sont des solutions qui, à la fois, ajoutent une fonction, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de la mixité, mais c'est de l'emploi. Et pour moi, la plus grande réussite de ce projet, on peut avancer à la slide suivante, c'est que, alors ça, vous voyez que c'est assez technique, la plus grande réussite du projet, pour moi, c'est que les gens qui habitent dans le quartier ne disent plus qu'ils habitent à côté de l'abattoir, parce que ça s'appelle le quartier de l'abattoir, hein, c'est le ventre de Bruxelles, c'est un des petits Rungis, on va dire, de Bruxelles. Ils disent qu'ils habitent à côté de la ferme BIG. BIG, c'est pour BIGH, c'est Building Integrated Greenhouse. On utilise beaucoup d'anglais en Belgique. Ceci, c'est une production, on n'a rien inventé. On a seulement inventé en fait la combinaison des choses avec le bâtiment. Et moi, en tant qu'architecte et avec une fibre un peu ingénieur, j'ai fait en sorte que l'ensemble du système soit vertueux. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de plastique dans le poisson, il n'y a pas de pesticides. On utilise des bourdons pour faire le traitement, la pollinisation des plantes. Et donc, on est vraiment bien au-delà du bio. D'ailleurs, on n'a pas le label bio, on l'a refusé. On avait le label bio pour les herbes, mais à cause du label bio, j'avais pas le droit d'utiliser l'eau des poissons. Donc c'était aberrant. Donc finalement, ce sont des labels qui ne sont pas forcément adaptés aux choses. Et maintenant, pour finir, je crois, la dernière, ce qui est important à voir, et ça c'est un schéma que j'avais fait pour le projet à Anvers, que je vous ai montré tout à l'heure, c'était de dire que si on utilise ce type de ferme, et il est possible qu'on en développe une sur un bâtiment à étage, accessible par camion sur 2 niveaux, etc., puisque les terrains à Anvers sont très chers, donc ça devient rentable. C'est d'intégrer aussi autour de l'agriculture urbaine toutes sortes d'autres secteurs d'industrie qui peuvent en profiter. Alors j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait le secteur de l'eau qui s'était installé, donc du traitement de l'eau qui s'était installé sur le site de Bluegate que je vous ai montré tout à l'heure, alors qu'au début on pensait que ça allait être de la chimie verte. C'est l'eau qui s'est installée principalement et qui se développe principalement. Il va y avoir un lien et on va peut-être pouvoir traiter l'eau qui normalement est polluée pour pouvoir nourrir les poissons, etc. Si des poissons vivent dans l'eau, c'est que l'eau est nickel. Les poissons sont beaucoup plus sensibles que nous. Donc, pour moi, c'est ce côté systémique de l'économie circulaire se retrouve dans les projets et c'est vraiment arriver à amener d'autres fonctions. Alors, je ne crois pas qu'on puisse faire des vignes pour faire du champagne. Mais, il n'y aura pas l'appellation. Mais par contre, on peut faire du houblon en Belgique. C'est plus facile. Voilà, merci. Merci, M. Beckers. Bien sûr. Quittons un peu la question de la circularité pour s'interroger sur la question de la coopération et de la solidarité. Vous nous avez montré, M. Bouchlaghem, qu'on peut réhabiliter, qu'on peut construire sur la construction, mais en même temps, construire une dalle sur un dépôt de bus, c'est cher. On peut le faire sur Paris, j'imagine, parce que le foncier est extrêmement cher. On peut le faire sur Marseille, on peut le faire sur Lyon. Mais est-ce que ça veut dire que les territoires un peu plus ruraux vont avoir des problèmes pour respecter la sobriété foncière parce qu'on ne pourra pas amener ce type de choses, ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une vraie question. Je pense qu'effectivement, et M. Le Maire l'a abordé tout à l'heure, il va y avoir des endroits où il y a des friches sur lesquelles, par manque de marché, par manque, moi je dis souvent, celle-là elle est à l'abri des affaires, on ne pourra pas faire grand-chose. En revanche, elles vont retrouver une utilité maintenant si on peut jouer le mécanisme de compensation. Il faudra voir que si, dans la réflexion qu'il va y avoir autour du ZAN, quelle distance, par exemple, qu'il va falloir pouvoir mettre pour dire cette friche, je la renature,
j'investis, je le renature, et en compensation, ça me donnera le droit de reconstruire ailleurs. Et c'est pour arriver à remettre un peu d'argent dans le système et répondre à votre question. Voilà. Alors, justement, hein, Monsieur Leroy, donc, sur la casquette de vice-président cette fois-ci, est-ce que c'est souhaitable d'un point de vue aménagement du territoire? Je caricature le propos. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des territoires qui verront des développements, parce qu'on va réhabiliter les friches, et des territoires où on leur dira ben non, votre friche, ça va renaturer, et puis vous n'aurez pas un développement économique. Est-ce qu'on va avoir une scission, un équilibre du territoire quand même? Alors c'est un risque que vous évoquez là, mais on peut aussi voir les choses différemment. C'est que si vous faites disparaître une friche, vous désenlaidissez un territoire. On a des territoires qui sont stigmatisés par la présence de friches depuis des décennies, qui n'ont aucun moyen de les mettre à nu et de les renaturer ou même de les utiliser. Et le fait déjà de faire disparaître la friche, c'est déjà un progrès considérable pour le territoire qui était enlaidi par cette friche. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxièmement, on peut imaginer qu'effectivement, des territoires très denses, on peut parler de l'Eurométropole de Strasbourg par exemple, ou le secteur de Saint-Louis, qui sont des secteurs, ou des secteurs du côté de Thionville, où la pression avec le Luxembourg, avec la Suisse, etc., sont extrêmement importants, ont des besoins de construction, sont limités dans leur pouvoir de construction, et auront du mal à renaturer leurs espaces. S'ils ont la possibilité de renaturer ailleurs, et dans le cadre d'un contrat de réciprocité, de trouver un accord avec un autre territoire pour aider un territoire rural qui a du mal à surmonter ses friches, qui a du mal également à envisager un développement, parce que, j'allais dire, tant que cette friche est là, personne n'a envie d'aller dans ce secteur-là. Je pense qu'on doit pouvoir imaginer des coopérations totalement nouvelles, sous forme de formules de réciprocité entre des territoires. Et finalement, au bout du compte, tout le monde est gagnant. Le territoire dense et dynamique peut continuer à se développer. Et en même temps, d'autres territoires qui étaient perdus, parce qu'une friche est un territoire perdu. Et on sait en plus que la nature a une capacité de résilience extraordinaire. Si vous laissez sur une friche, si vous donnez sa chance à la nature, 15, 20 ans après, mais vous devinez à peine qu'il y avait une friche autrefois. Donc c'est positif. Alors c'est tous ces systèmes-là qui sont à inventer. De même qu'aujourd'hui, il y a des contributions carbone qui existent dans le monde. Il y a des entreprises européennes qui sont tenues d'aller replanter des forêts dans l'hémisphère sud, ce qui est sûrement utile, mais demain, si on arrive à leur donner la garantie qu'en réinvestissant sur notre territoire, avec un système de garant qui fait que la forêt qu'ils vont replanter, elle sera là, elle sera pérenne, et ce ne sera pas une forêt qui, 10 ans après, sera coupée, et qu'on garantit la pérennité des fonds et des investissements qu'ils font, on va redonner une attractivité à des territoires qui n'en avaient plus. Donc je pense que les solutions existent, il faut y travailler, il faut mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs. Effectivement, traiter les friches, quand on a 15 000 hectares de friches, ça laisse quand même des possibilités. Certaines d'entre elles reverront peut-être des activités humaines, et d'autres ont peut-être intérêt à muter vers des espaces naturels, ce qui du coup offrira des perspectives ailleurs, tout en respectant ce principe du zéro artificialisation nette. Ou agricole. Ou agricole, évidemment, bien sûr. Quand on regarde, je suis certain que si on regardait aujourd'hui, vous êtes parti de l'exemple de Bruxelles ou d'Anvers, mais quand on regarde les toitures des bâtiments de nos grandes métropoles, tout ce qu'on pourrait faire sur ces toitures, quand on voit dans les stations de sport d'hiver aujourd'hui où des toitures sont utilisées pour reconstruire au-dessus des chalets qui sont au-dessus de toitures de bâtiments, on arrive aujourd'hui on sait à peu près tout faire. Après, il y a l'équilibre économique, voilà. Mais c'est vrai que la pression foncière et le coût du foncier est tellement cher dans les grandes métropoles que la solution de densifier, de créer de nouveaux usages au-dessus d'usages existants, puis là, le système du marché, on échangera nos coordonnées tout à l'heure parce que j'aimerais aller voir ça, mais voilà, la fonctionnalité y est. On produit les légumes et juste en dessous, vous avez le marché. Donc on ne peut pas plus filière courte. Il suffit de descendre là d'un étage pour arriver dans le panier du consommateur. Merci. Florence, tu souhaitais intervenir, je crois, sur ça. Oui, en fait, c'était aussi l'idée de... on a effectivement le ressort des friches et de la densification, de la construction en hauteur, mais il me semble aussi que dans l'esprit de la loi ou de ce vers quoi on se dirige, on a aussi cette idée d'hybridation de la ville et de rendre elle-même la ville respirante
climatique, en quelque sorte. Et donc, c'est pas la nature d'un côté et la densification de l'autre. Mais c'est justement la démultiplication des usages et l'intensification en intégrant des éléments de fonctionnement écologique et naturel. Donc, c'est une autre forme de ville. Et ça pose toute la question justement du recyclage urbain, puisqu'on peut recycler en faisant des choses à faible valeur ajoutée, mais on peut aussi recycler en créant du patrimoine et en faisant des choses à haute valeur ajoutée. Et je pense que cette question de la qualité est absolument prépondérante. Si on reste sur un point de vue quantitatif, de coût. Ce qui nous plaît dans votre projet, c'est toute l'ingéniosité justement des différents usages. Et si on reste sur des questions de quantité, de coût, etc., et puis de densification d'un côté et pour compenser de l'autre en recréant de la nature, on n'y arrivera pas finalement. C'est cette question du modèle, de quel type de ville on veut construire pour nos enfants, c'est quand même une question très importante. Si je peux juste ajouter une chose par rapport à ces deux interventions, si j'ai ajouté l'agriculture dans les zones naturelles, professeur Philippe Clergeau du Muséum naturel de Paris, d'histoire naturelle de Paris, dit qu'il ne faut pas mettre la nature en ville, mais il faut mettre la ville dans la nature. Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui on travaille sur des projets qui sont en couronne de grandes villes. Je ne peux pas dire lequel pour le moment, mais c'est un sujet poignant parce qu'aujourd'hui, l'agriculture autour des villes, elles ne nourrissent pas les villes. Elles nourrissent des cochons quelque part ou de l'export, ou des céréales, etc. Et pour moi, ces terrains-là, certains sont des friches. Parce que vous disiez que la nature est résiliente, mais il y en a où on a tellement abîmé la terre, on en a fait une croûte de sel qui a peu de chance, qui est vraiment un redémarrage. Et donc je pense qu'il faut aussi oser parfois échanger des sites de nature, d'agriculture, de parties urbaines, etc., pour améliorer la production. Aujourd'hui, il y a moyen de produire, en améliorant les sols, il y a moyen de produire jusqu'à 10 ou 12 fois plus à l'hectare, tout en améliorant les sols. Et ces techniques existent et c'est sur quoi on travaille. Quand je disais qu'on crée que de l'humus, l'urine des poissons, elle peut nourrir des hectares et des hectares. Enfin bon, tout ça sont des choses possibles. Et donc je crois qu'il faut vraiment élargir et rendre plus subtile la notion de friche et de zones urbanisées ou de zones imperméabilisées, etc. Parce qu'il y en a malheureusement beaucoup plus qu'on ne croit. Merci. Pour arriver vers un sujet un peu conclusif, on voit que ça devient des sujets complexes. Auparavant, on avait un terrain, on bâtissait. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. On a une friche, comment on fait, comment on dépollue. Ça veut dire aussi, si on prend en parallèle la question de l'acceptabilité sociale aussi des projets, avec un citoyen qui veut qu'on l'écoute, qui manifeste aussi, souvent on le voit sur beaucoup de choses, comment on arrive à engendrer cette coopération entre toute cette... je dirais, tous ces nécessaires acteurs, notamment le citoyen, les élus, les entreprises, les habitants. Alors, c'est une question à la cantonade. Qui veut répondre? Monsieur Leroy, monsieur Beckers Il faut déjà que je parle des élus, c'est ceux que je connais le mieux. Il faut que les élus se forment, il faut que les élus se parlent. Il faut que les élus sortent de leurs idées, qui parfois sont des idées du passé, et imaginent à travers des solutions comme celles qui viennent d'être évoquées, qu'elles sont duplicables à des échelles différentes, avec peut-être des finalités différentes. Vous avez tout à l'heure, dans un des schémas, montré toutes les finalités que pouvait avoir ce type de projet. Il y a aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui, elle peut angoisser un certain nombre de personnes, et je comprends et je respecte cette angoisse, mais elle représente aussi une formidable source d'opportunités pour ceux qui se disent on a finalement, et c'est le cas de la génération, et je suis content de voir que dans la salle, la moyenne d'âge est peut-être de 30 et quelques années. Voilà, la génération qui arrive, elle va avoir à construire un monde différent. Elle va avoir à finalement intégrer toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui identifiées, parce qu'aujourd'hui, la science nous permet de savoir exactement où on en est et où on va si on fait rien. Mais la science nous apporte aussi des solutions, l'innovation nous apporte des solutions. L'innovation dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, doivent nous amener à porter un regard différent sur nos villes. Et je trouve que c'est une formidable aventure
que d'avoir à construire. Alors moi, je fais déjà partie des élus du passé parce que finalement, je suis plutôt sur la fin de mon parcours, sur le début de mon parcours d'élu. Hein, j'ai l'intention de vivre encore quelques années. Mais je veux dire par là qu'il y a derrière des initiatives à prendre pour aménager ces villes différemment et amener finalement de la fonctionnalité, de la rationalité, de la qualité de vie, un respect de l'environnement et un respect de la planète qui fait que les générations d'après continueront à bien vivre, alors que si on continue à vivre comme on a vécu depuis des dizaines et des dizaines d'années, on sait très bien qu'on va s'écraser sur un mur et beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Merci. Et Big, Monsieur Bickers, Big, quand vous nous disiez... les habitants disent j'habite à côté de la ferme Big, c'est parce qu'ils ont subi ou est-ce qu'ils ont participé à la construction avec vous? Alors ils ont pas participé dans ce cas-là. On les a tenus au courant. On a surtout impliqué les jeunes en leur permettant, et des jeunes défavorisés, en travaillant avec l'économie sociale. On a 2 sociétés d'économie sociale qui sont subventionnées par la région bruxelloise, qui travaillent dans les potagers, etc. Ce n'est pas un jardin public, c'est une production professionnelle. Donc on ne laisse pas venir les gens faire n'importe quoi, cueillir même les choses, etc. parce que c'est finalement trop fragile. Donc on a formé des gens, on a employé une société d'économie sociale qui a formé des gens et qui est finalement parvenu à créer un lien entre tous les habitants qui sont autour et parce qu'on aide leurs jeunes. Mais eux, alors il y a des journées portes ouvertes, ils peuvent venir, et s'ils téléphonent, ils peuvent venir visiter, etc. On fait énormément, on donne beaucoup de conférences, on fait beaucoup de visites, il y a des visites payantes, ça fait partie du business plan de l'ensemble, de la rentabilité. Mais aujourd'hui, nous, tous les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, notamment ceux où on essaie d'implanter des fermes de ce type-là, on le fait en co-construction. Ici, je ne pouvais pas, j'étais sur un site privé, voilà, mais le résultat est bon, donc on se dit, on va continuer. Et l'important est d'arriver, je travaille avec notamment une société qui s'appelle La Vie Le Plus, qui est basée à Paris, qui est une émanation de la Société Générale de Banque, avec qui on fait, en Belgique et en France d'ailleurs, beaucoup de co-construction, de communication avec les gens. Il n'y a plus un projet aujourd'hui où on ne peut plus impliquer les personnes. Alors ça s'organise, parce que sinon ça part dans tous les sens. On l'organise aussi un petit peu, on le dirige, parce que voilà, il faut quand même poser les bonnes questions aussi pour avoir les bonnes réponses. Mais aujourd'hui, vous parliez de coopération. La plus importante pour moi, c'est le public-privé. Il n'y a pas d'économie circulaire dans aucun domaine s'il n'y a pas du public-privé. Et ça ne veut pas dire que le public paye et le privé fait. Non, on fait ensemble. Non, parce que souvent, on m'a très souvent dit, oui, mais pourquoi tu n'as pas demandé plus de subventions pour ta ferme urbaine? Bon, d'abord parce qu'il y avait la politique agricole commune qui faisait que ce n'était pas possible, parce qu'il y avait un blocage. Oui, je pouvais avoir des subventions, mais je ne pouvais pas vendre les produits derrière. C'était un peu embêtant. Mais très clairement, on est dans une situation où je n'avais pas envie de tomber comme dans le photovoltaïque, où le secteur public finance le photovoltaïque, et puis après 5 ans, il le retire. Et puis en Belgique, aujourd'hui, il y a même des taxes qui arrivent en plus, et puis tout le monde se dit, j'ai investi dans le photovoltaïque, alors qu'on est dans une situation incroyable. Et donc, pour moi, la subvention et l'effort du public doit souvent être de porter le foncier le temps que ça démarre, de participer au lancement, parce que c'est le lancement qui est difficile. Mais après, les projets doivent fonctionner tout seuls. La ville doit être productive, elle doit payer pour elle-même, elle doit pouvoir fonctionner sur elle-même. Merci. Ce que je vous propose, c'est, on arrive tout doucement à la fin de la table ronde, c'est de passer éventuellement aux questions. Oui, alors, je vais me rapprocher, et vous également un petit peu, comme ça, pour que vous puissiez parler dans le micro. Max. Bonjour, merci pour tout ce que vous nous avez raconté, c'est absolument passionnant. Il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, et peut-être quasiment un acteur qui n'est pas là, c'est l'immobilier. Et je pense à l'habitat, c'est-à-dire que il n'y a pas que le manque d'éducation qui fait que les élus disent la ZAN, c'est une catastrophe. Oui, ouais. Pas d'éducation, de formation. Pardon, de pédagogie. Le bon mot, c'est pédagogie. En fait, je pense que c'est pédagogie. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'élus qui disent comment je fais. J'habite dans l'ouest de la France, où il y a un afflux de population extrêmement important.
comment est-ce que je fais pour accueillir tous ces nouveaux arrivants, sans compter que moi je ne peux pas faire de logement social et en même temps on me dit de plus artificialiser de terre. Il faut la population est vieillissante, il faut la garder à domicile, donc ça veut dire des logements supplémentaires, les divorces, etc., etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Et donc, il y a une vraie réflexion, me semble-t-il, sur l'évolution de l'habitat, puisque tout le monde sait, on chauffe, on a des mètres carrés où on chauffe des perceuses qui servent une fois par an pour aller très vite. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut accompagner ce changement parce que la densification, ça veut dire l'acceptabilité de l'habitat collectif en particulier, pour aussi diminuer le nombre de routes, la construction de routes, etc. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette réflexion? Parce qu'on voit que là, il y a un nœud extrêmement important. Tout le monde a invité à répondre, mais bien sûr, la question s'adresse en particulier à vous. C'est vrai que c'était sur la partie activité. On ne s'est pas focusé sur l'habitat, mais néanmoins, il faut bien que les salariés habitent quelque part. Donc on va quand même répondre. Alors, je veux bien répondre, et puis je suis surtout ravi que vous ne m'ayez pas identifié comme un professionnel de l'immobilier. Ça fait toujours plaisir. Alors qu'en fait, je ne l'ai pas présenté, mais dans l'activité de Brandsteel, l'essentiel des reconversions porte sur l'habitat, bien évidemment. En gros, devant nous, on a 12 000 logements à produire. Ah, vous savez, pour l'image du promoteur, vous savez, elle est un peu dure à porter des fois. Mais tout ce qui se passe en ce moment est en train de la modifier. C'est-à-dire qu'on a moins ce côté, c'est le bétonneur qui va venir, la chanson de Dutronc et compagnie. Et voilà, ça change un petit peu. Mais l'essentiel, c'est bien l'habitat. Et surtout, c'est de répondre à des besoins d'habitat. C'est-à-dire que le marché classique de l'immobilier ne répond pas aujourd'hui à tous les besoins de la population. Donc, d'où les résidences, les systèmes comme les résidences étudiants, les histoires de co-living, les jeunes actifs, les retraités, et ainsi de suite. Il faut savoir répondre. Et bien évidemment, le logement social. Et nous, on l'appelle pas logement social. D'ailleurs, avec la Caisse des dépôts, on a plus une notion de logement abordable. Parce que le logement social, c'est comme très très codifié, et d'essayer d'avoir du logement ou dans des zones où les prix soient un petit peu maîtrisés, et que ça parte pas non plus dans des valeurs. Où nous, on n'a aucun intérêt à ce que les logements ne se vendent pas. Hein. Enfin, on a plus intérêt à travailler dans des zones, et ça tombe bien, les friches, comme situées dans des premières couronnes de ville, où on trouve des prix un peu plus maîtrisés. Voilà. Donc, mais on y songe tout le temps, quoi. La vraie reconversion la plus importante pour un site, c'est effectivement le logement. C'est la plus exigeante en termes de dépollution aussi, hein, bien évidemment. Voilà, donc c'est vraiment notre axe. Et pour répondre à votre question sur la notion de densité, c'est vrai que la notion de densité est très souvent associée à une qualité de vie moindre. Voire de piètre qualité. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'habitants qui ont secrètement en tête le rêve du pavillon. C'est ce qu'on a connu dans les années 70-80. On a fait du pavillonnaire partout. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un gaspillage extraordinaire d'espace. C'est des problématiques de rénovation thermique parce que ces pavillons, à l'époque, n'ont pas été du tout pensés par rapport à la crise énergétique qu'on vit aujourd'hui. Et qu'il faudrait certainement imaginer de repenser ces quartiers pavillonnaires, de les faire évoluer. Il y a déjà des projets qui existent sur le sujet, mais il faut en fait faire évoluer le référentiel culturel de nos concitoyens. Regardez la sortie qu'avait faite Emmanuelle Wargon sur le lotissement. Elle avait 100% raison sur le fond, mais elle n'avait pas le droit de dire ça. C'est-à-dire, quelque part, ça heurtait de plein fouet toutes celles et ceux qui avaient la référence du lotissement traditionnel, ou qui y vivent, ou qui ont envie d'y vivre parce qu'ils échappent à la ville, où ils ont enfin le petit jardin qu'ils rêvaient d'avoir autour de leur habitation. Mais sur le fond, elle a raison, c'est un gaspillage d'espace, et au détriment toujours de la nature, à travers les espaces agricoles, naturels ou forestiers. Mais il faut arriver à changer notre regard sur la notion de densité. Et les quelques exemples qu'on a vus là, mais on pourrait les multiplier, montrent très bien que densité peut rimer avec qualité. Et mixité. Et mixité, bien entendu. C'est le gros problème des zones pavillonnaires, c'est que c'est monofonctionnel. Dans la nature, dès qu'on est monofonctionnel, dès qu'il y a une maladie, il y a tout qui meurt. Donc c'est vrai qu'on pourrait facilement refaire de l'agriculture à la place des banlieues.
Mais il y a des solutions intéressantes qui se font en Belgique et en Hollande notamment, mais je suis certain qu'en France aussi, où ces zones pavillonnaires se densifient avec l'habitat kangourou et toutes sortes de Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'imagination en Belgique et en Hollande parce qu'il y a pas de place. Je n'osais pas le dire. Mais non, mais je veux dire que la contrainte de la place, ils l'ont depuis des décennies. Nous, depuis des décennies, on a le sentiment qu'on a de l'espace, donc on s'étale. Et il faut qu'on apprenne à aller voir de l'autre côté de la frontière. J'étais il n'y a pas très longtemps avec... Il faut passer 2 frontières. Il faut aller jusqu'en Hollande aussi. Ouais. J'étais au mois de novembre avec le président de la région, Jean Rotner. On est allé à Anvers. Je regrette de ne pas été voir cette friche. Et à Gand. Mais on a découvert des univers urbains. Ils ont 25 ans d'avance sur nous. Dans l'approche des modes de circulation active, etc. Dans l'intégration de tout ça, c'est d'une fluidité, il y a une qualité de vie qu'on n'a plus chez nous. Parce que nous, on a trop cédé à la voiture, parce que nous, on a trop cédé à l'étalement. Forcément, plus vous étalez la ville, plus vous avez besoin de la voiture. Donc, si on fait les villes plus compactes, on peut se passer de la voiture beaucoup plus facilement. Et tout coûte moins cher, parce que les systèmes de transport sont plus denses, vous avez moins de systèmes d'assainissement, moins de kilomètres de conduite à aménager, parce que la ville est plus ramassée sur elle-même. Mais ça, c'est notre logiciel qu'il faut faire évoluer. Ça prend malheureusement du temps, mais c'est en allant voir des expériences comme celles qui nous ont été présentées là, aussi bien sur Paris que sur Bruxelles ou sur Anvers, qu'on fait évoluer le regard des acteurs, quels qu'ils soient, sur le devenir de nos territoires. On a une chance inouïe en Belgique, c'est qu'on a la plus haute densité de routes par tête d'habitant. Et donc on va pouvoir désartificialiser, parce que il y a certainement des routes qui ne servent pas à grand-chose. Merci, j'ai vu qu'on avait une autre question. Il y avait monsieur d'abord, je crois. Juste pour répondre à la question, un chiffre qui est un peu volontairement tronqué, hein, mais c'est aussi dans l'imagerie. La logistique en France, c'est 4% de l'artificialisation. L'habitat, c'est 41%. En fait, c'est pas tellement une question que j'ai un problème de vocabulaire. De mon côté, je n'utilise jamais le mot friche. J'utilise toujours des déjà là. Et je n'arrive pas à avoir une usine qui est fermée. Moi, je l'entends vivre encore. Et j'entends les gens qui vont y bosser. Et je crois que déjà, si on changeait déjà juste le regard de ça, ça permettrait de voir les choses. Merci. Il y avait une autre question dans la salle, je crois. Monsieur. Ça va un petit peu dans le même sens que ce qu'on a évoqué sur le bâti. Il y a aussi l'aspect des résidences secondaires. Il y a des zones touristiques où il y a aussi un étalement. Et en plus, c'est occupé à un très faible taux d'occupation pendant l'année. Donc ça, c'est assez catastrophique aussi. Bon, je prends l'exemple de Gérardmer, puisque c'est de là que je viens. Et effectivement, dans ce coin-là, effectivement, la municipalité, les acteurs commencent à se poser de sérieuses questions autour de ça. Les perles des Vosges dans des écrans de nature, ça ressemble plus à grand chose. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi du souci, quoi. Une dernière question, je suis désolé parce qu'on m'a dit alors bon, à la courte paille. Rapidement, oui. C'est juste une question par rapport à la dépollution des sols sur le site, parce que vous expliquez qu'on ne pouvait plus fumer une cigarette. Donc du coup, comment est-ce que vous avez... J'ai arrêté de fumer. Oh là là, il y a beaucoup de techniques différentes. Il y a des techniques, je vais dire, biologiques, avec des systèmes où il y a des serres en plastique qui ont été installées, on a remué les terres, etc., avec des bactéries et autres. Il y a eu pompage pur et simple de dragage, enfin il y a eu du lavage de sol, parce que c'est jusqu'à certains endroits. Alors, la chose principale était d'identifier les zones où il y avait vraiment une pollution, il y avait des puits quasiment de pollution sur plusieurs mètres de profondeur. Et là, on allait l'enlever jusque dans la nappe aquifère, etc. Parce que heureusement, l'huile ne se mélange pas avec l'eau, donc elle était restée sur place. Mais voilà, non, c'était un travail. En fait, le site a été quadrillé. On a défini. Alors, c'était une nouvelle. Ça allait contre la réglementation parce que normalement, vous êtes obligé de dépolluer tout le site avant de pouvoir le redévelopper. Et là, on a pu quadriller et dire voilà, on a fait un peu comme un jeu d'échecs. On a enlevé certains endroits, on a dépollué. Là, on a pu commencer à travailler, faire des infrastructures et faire la suite pour pas devoir tout porter d'un coup. C'est un projet qui s'est fait sur 7 ou 8 ans. Bien. Monsieur Bouchlaghem, Madame Weil, Monsieur Beckers, Monsieur Leroy, un grand merci. Un grand merci aussi à Madame Marion, avec Albert
Albert, Alfred, le ver de terre, que j'ai quand même vu blêmir un peu quand on a commencé à parler de truite arc-en-ciel. Hein. Un grand merci. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants pour la qualité.